Dans cette vidéo, voyons les tendances du JavaScript pour l'année 2021. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Alors dans cette vidéo, on va naviguer à travers différents liens, des sondages ou des pages de projets et on va voir un peu les tendances. Alors c'est quelque chose d'assez subjectif, c'est ma vision des tendances qu'il y aurait donc en 2021 pour le JavaScript en fonction donc de ce que je vois. Et pour ce premier lien, c'est le State of Frontend 2020, donc c'est un sondage qui a réuni 4500 développeurs et donc on va voir quelques-uns des résultats, notamment quelques-uns des graphiques par rapport au framework. Alors, dans une première phase dans cette vidéo, on va voir un premier pôle qui va être les tendances concernant le front-end. Ensuite, on verra un second pôle qui serait les tendances concernant le back-end. Et enfin, un dernier pôle, une tendance un peu plus cachée dont j'aimerais quand même parler dans cette vidéo. Donc au niveau des frameworks, React is king, donc React c'est toujours le roi. On peut voir à travers cette question, c'est-à-dire quel framework avez-vous utilisé pendant l'an dernier, et donc c'est-à-dire en 2020. Eh bien, on va avoir React en numéro 1. C'est vraiment avec un écart très très gros par rapport au deuxième. Le deuxième qui va être également Angular bien sûr très connu, et derrière on a le trio qui se ferme avec Vue.js. Donc ces trois-là, ça fait des années qu'ils sont présents, mais ça va changer. Ça va changer selon moi. Pourquoi? Parce qu'on a en 4e position et qui monte assez rapidement Svelte. Svelte est ici en 4e position dans les frameworks que ces personnes-là, que ces développeurs-là ont utilisés. Mais là où ça devient intéressant, c'est de combiner ce graphique-là au deuxième, c'est-à-dire les frameworks que vous avez envie de réutiliser ou d'apprendre dans le futur. Et là, on a Vue.js et Svelte qui montent d'un cran et Angular qui descend de 2 crans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que si vous ne connaissez aucun framework, ne commencez pas par apprendre Angular. Je suis désolé pour les développeurs Angular qui existent. On a besoin de vous, de nombreuses applications dépendent d'Angular. Mais si vous êtes nouveau et ne connaissez aucun framework, alors personnellement, moi, je ne vous conseillerais pas d'aller vers Angular car c'est un framework qui va petit à petit descendre dans l'échelle de ceux qui sont les plus utilisés. Pourquoi? Parce que les développeurs ne veulent pas le réutiliser ou l'apprendre. C'est aussi simple que ça. Donc, si jamais vous êtes un nouveau développeur, eh bien, je vous conseille fortement d'aller vers du Svelte, du Vue.js ou du React. Du plus risqué au moins risqué, même si en réalité ce trio-là de React, Vue.js, Svelte, selon moi, d'ici 2 ans, il sera là. C'est-à-dire que là, Vue.js et Svelte auront, tout comme ce graphique-là, pris une place et Angular aura descendu de 2 places dans les frameworks que les développeurs auront utilisés. Pour moi, dans 2-3 ans grand maximum, le trio, ce sera React, Vue.js, puis Svelte. Ce sera ça. On verra si ce sera vraiment le cas, mais dans les tendances que moi je vois, c'est ça que j'ai envie de voir, que je pense va arriver en fait. Autre chose, on va parler maintenant du site OS Award qui est une entreprise en fait qui va décerner des awards à certains projets autour donc du JavaScript. Alors dans les breakthroughs de l'année, donc dans les nouveautés, les superbes nouveautés de l'année, on va avoir Deno et Svelte. Alors Deno, on en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo, mais on voit encore qu'on a Svelte là qui est présent et c'est pour l'année 2020. Donc on voit bien qu'il va prendre de l'importance car c'est un breakthrough de l'année 2020. Ensuite, en parlant de Svelte, j'ai envie de vous dire que la nouvelle version du template de base qui va sortir avec Svelte sera combinée avec un autre outil qui est justement celui-là, Snowpack. Et Snowpack a reçu un award pour le Productivity Booster, donc un booster de productivité. Alors qu'est-ce que c'est en fait Snowpack? Alors j'ai déjà fait des vidéos sur Snowpack et je vous les mettrai en description si jamais vous voulez en savoir plus. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Snowpack en fait va permettre de gagner énormément de temps au niveau du développement, pendant la période de développement. Pourquoi ça? Parce qu'on va se servir de la commande Snowpack Dev pour créer notre site web de dev. Et ce site web là en fait va uniquement se baser sur des ESM. Les ESM c'est les imports en fait, c'est les ECMAScript import, donc c'est la commande, la fonction import qui va permettre donc d'importer un fichier. Eh bien notre application, notre site web pendant le développement donc va uniquement se baser sur des imports, ce qui fait que dès qu'un fichier va changer, eh bien c'est uniquement cet import là qui va se mettre à jour alors que tout le reste va rester. Et donc
Pour ça, on va avoir vraiment une vitesse d'exécution qui va être très très rapide, puisque toute l'application, tout le site web ne va pas se recréer, se reboundler. Uniquement le fichier en question va se reboundler et donc va s'actualiser dans l'application qui va l'utiliser en import. Et avec ça, on arrive vraiment à un contrôle S qui immédiatement va recharger le site web, et ça, quel que soit, et c'est là où c'est le plus important, quel que soit la taille du site web. Que le site web il soit énorme ou qu'il ait que 3 pages, eh bien ça va être la même chose au niveau du temps de rechargement, puisqu'on n'a qu'un fichier qui va être reboundlé en fait à chaque fois, celui auquel on vient de faire CTRL S. Et donc ce fonctionnement à travers donc les ESM, donc les ECMAScript modules, et ça depuis le navigateur, c'est assez nouveau parce que les navigateurs ne le supportaient pas, et il faut bien prendre en compte que c'est uniquement pour la période de dev. Pour la période de production, il ne vaut mieux pas avoir un site web comme ça. De toute manière, Snowpack Build, la commande Snowpack Build ne va pas créer la même chose dans le développement et dans la production, bien entendu. Donc maintenant que vous avez compris un petit peu ce que c'est Snowpack, eh bien il faut savoir que dans cette veine-là d'outils, on a également Vite. Vite, c'est en fait le Snowpack, mais de Vue.js. C'est-à-dire que Evan You, le créateur de Vue.js, a également vu cette opportunité-là au niveau du développement, et donc a créé son propre Snowpack, en fait, mais uniquement, enfin pas uniquement, mais vraiment dédié à Vue.js. On peut utiliser Vite sur d'autres outils, enfin que d'autres frameworks que Vue.js, mais en réalité, je vous le déconseille. Si jamais vous êtes sur Vue.js et que vous voulez utiliser ce genre de technologie pour votre développement, eh bien utilisez Vite. Et si jamais vous n'êtes pas sur Vue.js, eh bien utilisez Snowpack. Snowpack peut s'utiliser avec beaucoup de frameworks, React, Svelte, il dit directement ici, même avec d'autres, on peut l'intégrer assez facilement. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui va se dessiner, enfin qui va être encore plus présente dans l'année 2021, ces outils-là pour aller très très vite au niveau du front-end, parce qu'en 2020 et même les années d'avant, on était arrivé sur un front-end qui était de plus en plus lent, car on avait ce temps de bundler qui se faisait petit à petit en fait, et qui nous ralentissait. Maintenant, ça ne va plus être le cas quand on va utiliser des outils comme Snowpack ou Vite. Passons maintenant dans le pôle back-end avec notamment le sondage de GitHub, le sondage Octoverse. Alors j'ai simplement envie de voir une seule chose ici, c'est les langages les plus populaires au sein de GitHub. On a JavaScript qui est en premier, ça c'est normal, ça ne change pas, et c'est depuis 2014 que c'est le cas. Là où j'ai envie de faire un petit zoom, c'est sur TypeScript. TypeScript ici, on va avoir vraiment une évolution qui est énorme en fait entre l'année donc où il a commencé, donc 2016, et aujourd'hui donc 2020. C'est le 4e langage le plus populaire dans Octoverse, enfin dans GitHub, alors qu'il n'est même pas inclus en fait dans le JavaScript ici. Donc c'est quand même assez fou d'avoir un TypeScript qui est à cette échelle-là, et il faut savoir que ça va continuer. En 2021, en 2022, ça va continuer à grimper énormément. Pourquoi ça ? Car on a un deuxième sondage ici qui nous le prouve, c'est en fait les langages les plus aimés par les développeurs, et TypeScript est le deuxième langage le plus aimé quand on l'utilise, alors que le JavaScript est 10e. Il a tout de même un bon score, 58% par rapport à 67%, c'est 10% d'écart, c'est pas énorme, mais pourtant ça fait la différence car TypeScript est le numéro 2, c'est le deuxième langage le plus aimé parmi les développeurs qui utilisent donc ce langage-là. Ce qui est énorme et ce qui prouve donc que TypeScript va continuer de monter, parce qu'un langage aimé, c'est un langage qu'on utilise en fait. Donc il va continuer de monter, et je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'il peut vraiment dépasser Java? Est-ce qu'il peut vraiment dépasser Python? Est-ce qu'il peut vraiment à force dépasser le JavaScript Vanilla? Ça, je ne sais pas, c'est pas pour 2021 en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va continuer de monter, et le TypeScript est toujours une bonne chose à apprendre si jamais vous allez faire du back-end. Bien sûr, on peut l'utiliser sur du front-end, mais il est quand même beaucoup plus utilisé sur tout ce qui est projet back-end. Parlons maintenant de Deno pour finir ce pôle du back-end. Alors Deno, ça a clairement fait une petite bombe dans le monde du back-end de JavaScript. Pourquoi? Parce qu'il est devenu du jour au lendemain le concurrent, un peu l'unique concurrent réel de Node.js. Node.js qui est là depuis très très longtemps, et Deno d'un coup est arrivé et a dit « moi aussi je peux le faire et je le fais mieux ». Donc c'est le cas. C'est le cas, il fait beaucoup de choses mieux que Node.js, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Node.js, il le fait bien. Ce qu'il fait, il le fait bien. Et quand on n'a pas un gros problème en fait, quand on utilise un outil et qu'on n'a pas de gros problème dessus, eh bien on ne va pas changer. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que
puisqu'on n'a pas de gros problèmes sur notre JS, eh bien toute la communauté va pas se dire « Oh, ça c'est un peu mieux, allons dessus ». C'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ceux qui vont dessus, c'est ceux qui en ont vraiment l'intérêt. Récemment, il y a eu une commande, par exemple, de Deno qui a été mise dans une des mises à jour, c'est Deno Compile, qui permet de compiler le code JS en binaries, en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'assez spécifique, mais c'est une chose, parmi tant d'autres, qui va faire que certains développeurs vont d'un coup aller vers Deno, parce que justement il y a une fonctionnalité en plus qu'ils n'avaient pas dans notre JS et que eux ils ont besoin vraiment en fait. Et donc c'est ce genre de petite fonctionnalité assez spécifique finalement qui va faire venir des développeurs vers Deno. Mais la grande masse, elle va rester sur notre JS. Et en fait, vraiment Deno, comment je le vois actuellement et comment je vois son évolution future également en 2021, eh bien je la vois comme Yarn face à NPM. Yarn face à NPM, pour moi, c'est un parallèle vraiment très vrai en fait entre Deno et Node.js. Pourquoi? Parce que Yarn, tout comme Deno, va mieux faire les choses en fait par rapport à son concurrent. Yarn a une meilleure codebase que NPM. Yarn a des commandes qui sont là depuis plus longtemps et NPM va petit à petit les intégrer. Mais NPM le fait bien en fait. Et donc tout le monde va rester sur NPM également, tout comme Node.js. Mais ceux qui ont des petites choses en plus, ceux qui veulent leur petite fonctionnalité en plus, eh bien vont switcher en fait. Et donc petit à petit, Yarn va grossir. Et je pense qu'il va se passer la même chose avec Deno, c'est que petit à petit, ça va grossir. Mais on aura toujours un dominant. Et le dominant, ce sera NPM, ce sera Node.js. Parce que les gens apprennent dessus, parce qu'ils sont là depuis longtemps et qu'ils font bien en fait. Ils le font toujours très bien. Donc il n'y a pas de raison. Par exemple, pour Node.js, actuellement, si vous téléchargez la dernière version de Node.js et vous faites un import from, eh bien ça marche. Les ESM marchent sur Node.js. Ça a mis longtemps à venir, mais ça marche en fait. Et c'est bien ça qu'il faut se dire, c'est que Node.js va prendre du temps à se développer pour être aussi bien ou avoir des commandes qui vont être comme Deno, mais ça va arriver en fait. Et donc ceux qui veulent aller sur Deno tout de suite, ils le peuvent, et je vous le conseille, d'ailleurs Deno est un super outil. Mais il ne faut pas se dire que tout le monde va passer sur Deno, car c'est faux en fait, c'est juste faux. Et encore une fois, une autre chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est les nouveaux outils, par exemple Cloudflare Worker. Cloudflare Worker, c'est un nouvel outil qui va également prendre de l'importance en 2021, je pense, qui va nous permettre donc de mettre très rapidement des programmes en fait sur le web sans avoir notre propre serveur. Eh bien Cloudflare Worker ne s'est pas dit je vais utiliser Deno, ou AWS ne s'est pas dit d'un coup tiens je vais utiliser Deno, ou Google Cloud ne s'est pas dit tiens je vais utiliser Deno. Tous ces acteurs en fait n'ont pas encore switché et ne vont probablement pas switcher vers Deno, car en fait Node.js reste là et fait bien son travail et va continuer à bien le faire en fait, parce que tout le monde a une confiance en Node.js et donc c'est normal que tout le monde reste sur Node.js. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à Deno, voilà ce que je pense que Deno va devenir. Je pense bien sûr que Deno va grossir, mais il ne va pas dépasser Node.js en 2021 ou même dans les années à venir, selon moi bien sûr. Dernier point, dernier pôle dont j'ai envie de parler, en fait je l'ai déjà évoqué ici mais je n'ai pas dit le nom, c'est le serverless. Le serverless par rapport à AWS, par rapport à Cloudflare Worker, par rapport à Google Cloud Platform, tous ces outils de serverless là ont monté en 2020 et vont continuer de monter en 2021 et dans les années à venir. Donc ça, c'est vraiment également une tendance dans laquelle il faut aller si vous n'y êtes pas déjà. Ça, c'est une question qui dit où est-ce que vous déployez vos applications? La réponse la plus commune, c'est sur mon propre serveur. Mais là où c'est intéressant, c'est que toutes les autres réponses, eh bien en fait, c'est du serverless. C'est-à-dire que si on assemble tout ça, les gens déploient beaucoup plus sur le serverless que sur leur propre serveur. Et ça, c'est déjà le cas en 2020 en fait. Et en 2021, ce sera encore plus le cas. Donc là, on a tous les services. On a AWS, on va avoir Netlify, Google Cloud Platform, Microsoft Azure et Vercel. Personnellement, celui que j'ai assez utilisé, c'est Vercel pour le front-end. Et pour le back-end, celui que je suis en train d'utiliser actuellement, c'est Cloudflare Worker, que d'ailleurs j'aime beaucoup. Ce que je peux reprocher à AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform, c'est qu'ils sont assez lourdeaux. Pour faire quelque chose, ça va demander beaucoup de clics, ça va demander de connaître des choses, alors que sur du Netlify ou du Vercel, on arrive, on fait 3 clics, notre site web est en ligne en serverless en fait. Et ça, c'est vraiment super. Et ces outils-là prouvent en fait que le serverless va prendre encore plus une place, car on a encore d'autres outils qui arrivent et qui nous permettent en 3-4 clics d'avoir notre application en serverless.
Et donc ça, c'est quelque chose qui va encore plus prendre de l'ampleur en 2021. Et si vous êtes développeur, et bien sûr, renseignez-vous sur ça, mettez vos applications là-dessus, faites des side projects et mettez-les sur du serverless pour savoir comment ça fonctionne, parce que vraiment, ça simplifie déjà la vie. Et en plus, ça va être beaucoup plus en plus courant en fait de faire ça. Donc il faudrait vraiment s'y mettre dès maintenant si vous pouvez. Voilà tout concernant les tendances dont je suppose qu'il y aura en 2021. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, bien sûr, hein, c'est super important. En commentaire, je les lirai tous et j'essaierai d'y répondre pour savoir ce que vous pensez des tendances qu'il y aura en 2021. Également, je mettrai tous ces liens-là en description. Et si vous voulez suivre la chaîne Neftheory, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Moi, je vais faire des vidéos à peu près toutes les semaines sur différents sujets en JavaScript. Donc, n'hésitez pas. J'essaierai de parler de plus en plus de serverless d'ailleurs, ou même de Vue.js. Donc, toutes ces choses-là, j'essaierai d'en parler de plus en plus. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à suivre également le compte Twitter si vous êtes intéressé par avoir les petites news directement sur Twitter en format un peu plus court. En attendant, je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo et on se retrouve sur l'espace commentaire également. À bientôt.